Idriss Seck, Madi Kenyan et Issa Sall se sont rencontrés cet après-midi pour mettre en place un cadre formel. Les ex-candidats à la dernière présidentielle vont passer prochainement à l'étape de sa formalisation. Dakar, en écho de Conakry contre le troisième mandat d'Alpha Condé, le collectif des mouvements citoyens guinéens sénégalais dans la rue ce 2 novembre, malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Grogne des agents du fonds d'entretien routier autonome, ils ont décrété un arrêt de travail, une manière pour eux de réclamer 5 mois d'arriérés de salaire. La page des sports, Abdou Diouf Junior, le tour de web, Jo Marron, la rubrique Quartier Vert, Youssouf Bodian, Bonne Santé, Nafissatou Silla, la chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye, l'invité de la rédaction, Lamimba, directeur de l'environnement des affaires à l'APIX, au menu de l'entretien avec Pabès Diba, le rapport du business 2020 présenté cet après-midi. Bonsoir à toutes et à tous. Les leaders politiques Pape Diop, Idrissa Seck, Madi Kenyan, Malick Gakou, Hadjibou Soumaré, Issa Sall travaillent pour la mise en place d'un cadre formel. Ces leaders se sont rencontrés cet après-midi en vue de poursuivre les discussions déjà entamées au lendemain du scrutin présidentiel. Ce cadre qui sera formalisé prochainement entend s'ouvrir à d'autres leaders de l'opposition. Nous écoutons à ce propos Issa Sall du PUR au téléphone de Pabès Diba. C'est pas une première rencontre, hein. Vous avez dû certainement vous rendre compte que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en passé. Et quand nous nous trouvons, nous parlons même du pays en général. Vous savez que ce cadre a existé depuis très longtemps, hein. Après les élections, nous nous sommes souvent réunis et nous avions sorti d'ailleurs à l'époque des communiqués. Cela veut dire que immédiatement après les élections, ce cadre a existé. Maintenant, c'est simplement la formalisation. De quoi avez-vous parlé? Non, je ne peux pas vous le dire. On a parlé des problèmes du pays. Je vous dis que je ne peux pas entrer dans la quintessence de ce que nous avons dit. Pourquoi vous n'y aviez pas convié les autres, Ousmane Sonko ou encore Khalifa Sall? Ah non, c'est pas parce qu'on ne les a pas appelés. Vous savez, au lendemain des élections, nous avions sorti des communiqués et il y avait à l'époque, moi-même, en fait les anciens candidats, moi-même, Madi Kenyan, Ousmane Sonko, Idriss Seck. Mais Khalifa Sall, est-ce qu'il est au Sénégal? Je vous pose la question, moi. Vous m'avez dit Khalifa Sall, je vous ai dit, est-ce que Khalifa Sall est actuellement au Sénégal? Et Khalifa Sall? Non, moi je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu là. J'ai dit Khalifa Sall, est-ce qu'il est actuellement au Sénégal? À l'instant, Issa Sall du PUR, le Congrès de la Renaissance démocratique tire sur le régime de Macky Sall. Le CRD estime que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est un espace de prise d'otage d'hommes politiques pour les amener à la paire. Le CRD appelle au peuple à ne pas accepter le non-respect du calendrier électoral. Le secrétaire général adjoint du CRD, membre du PAPSAR, est au téléphone avec Jo Marron. Tout le monde se rappelle que dans la foulée, le procureur spécial de la CREI avait fait une sortie et publié une liste de 25 personnalités qui devaient répondre de fait à elles reprochées. Aujourd'hui, on se rend compte que cette cour n'a jugé qu'une seule personne, Karim Baïsawad, mais ce qui est plus grave et que tout le monde peut observer, c'est que ces personnalités qui avaient l'épée de Damoclès de la CREI, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? On a l'impression que ces personnalités, on a mis la pression sur elles pour les attirer vers le camp du pouvoir. Chaque Sénégalais peut faire la liste et faire la comptabilité, voir la situation des uns et des autres. Alors, cette CREI-là a englouti beaucoup d'argent à travers des commissions rogatoires, à travers des enquêtes, à travers des ressources, à travers la commission d'avocats. Et aujourd'hui, il est difficile pour les gens du pouvoir de nous dire concrètement qu'est-ce que cette CREI-là a pu récupérer. Le président Macky Sall a dit que lui, il a fait 2 mandats et c'est fini pour lui. Il l'a dit et répété. Au Niger, le président Youssoufou a dit que lui, il a fait 2 mandats, il va partir. Il n'y a pas de débat pourtant au Niger. Pourquoi il y a un débat au Sénégal? Parce qu'il y a un problème de crédibilité. Le CRD pense qu'il y a un problème de crédibilité de la parole de l'autorité. L'autorité avait dit qu'elle va faire un mandat de 5 ans, elle en a fait 7. Je ne vais pas nommer, mon frère ne profitera jamais d'un décret. Il a eu son décret, etc., etc. De sorte qu'aujourd'hui, même quand l'autorité parle, et même si on peut le prendre de bonne foi, beaucoup de Sénégalais, la grande majorité des Sénégalais, ont de la peine à prendre sa parole pour argent comptant.
Macky Sall doit démissionner du secrétariat général de l'APR pour rassurer les Sénégalais sur un éventuel troisième mandat. À propos de chat du mouvement Y en a marre, le rapport réactiviste dit ne plus croire aux déclarations du chef de l'État. Il confie que si Macky Sall s'entête à se présenter chez la prochaine présidentielle, une date autre que le 23 juin verra le jour. Nous l'écoutons, il est avec Omar Mbow. Macky Sall veut briguer un troisième mandat. Il fait de la sonde. Il essaie de tâter le pouls pour voir si les peuples vont le laisser faire. Mais non, Macky Sall, ce qu'on n'a pas permis à Abdoulaye Wade, nous ne le permettrons pas à Macky Sall. 23 juin, mais pas 23 juin, ce sera une autre date. Il y a des jeunes qui, lors du 23 juin, ils avaient 15 ans, 16 ans. Maintenant, ils sont matures. Ils ont 30 ans, ils ont 25 ans, ils sont adultes. C'est eux-mêmes qui vont aller défendre leur peuple. Ça ne passera pas. Macky est le seul individu qui puisse régler cette question. C'est pas en parlant, parce qu'il fait que du wax-waxet. Mais qu'il pose un acte fort, ça veut dire qu'il démissionne de son secrétariat général de l'APR. Ce sera clair. Là, tout le monde sera tranquille. À l'instant, chat du groupe Y en a marre qui a tenu ses propos lors de la conférence de presse des mouvements citoyens sénégalais et guinéens. Il compte descendre dans la rue ce 2 novembre pour s'indigner sur une éventuelle candidature du président Alpha Condé, ce malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Ils dénoncent ce qu'ils appellent le silence complice du chef de l'État sénégalais Macky Sall. Ces membres des mouvements citoyens se réclament tous africains. Ils étaient en conférence de presse au Mbow. Le Front national pour la défense de la Constitution de Guinée, Y en a marre, Forum social sénégalais, Frappe France dégage, entre autres mouvements sénégalais et guinéens, promettent de descendre dans la rue le 2 novembre prochain pour dire non à une éventuelle candidature de Alpha Condé malgré l'interdiction du préfet de Dakar, Mamadou Mignane Diouf, du Forum pour dire non à une éventuelle candidature de Alpha Condé malgré l'interdiction du préfet de Dakar, Mamadou Mignane Diouf, du Forum social sénégalais. Comment est-ce qu'on peut admettre que des Africains manifestent en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis? Pourquoi donc un préfet va penser qu'un Guinéen, parce qu'il n'est pas sénégalais dans sa carte d'identité nationale, ne peut pas manifester pour dire non à ce qui se passe dans une partie du continent africain. Donc voilà pourquoi je crois que nous sommes d'accord qu'il faut donc faire une manifestation non autorisée que nous assumerons au cas où. Suite à la dernière interdiction de marche des Guinéens au Sénégal, Guy Marius Sagna de Frappe France dégage se dit scandalisé. Nous sommes scandalisés et nous dénonçons vigoureusement, nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. Fadel Barro de Y en a marre et compagnie se réclament d'abord africains. Que personne ne nous dise que ce n'est pas une affaire de Sénégalais. Ici, nous ne parlons pas en tant que Sénégalais, nous ne parlons pas en tant que Guinéens. Nous sommes simplement des Africains. 10 mouvements guinéens et sénégalais dénoncent ce qu'ils appellent le silence complice du président Macky Sall. Des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'obélisque le 2 novembre prochain. RFM 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Fama John. Parlons société dans cette édition. Le corps sans vie d'un homme âgé d'une 60aine d'années en début de putréfaction a été repêché sur le fleuve Gambie au niveau de Ouassa par les sapeurs-pompiers de Kédougou aux environs de 19h. Notre correspondant sur place revient sur les circonstances du drame. Ibrahim Djebakhaté. Les cas de noyade sont devenus récurrents sur le fleuve Gambie, notamment le long du Dandemayo où des corps sans vie sont souvent repêchés par les éléments de la 52e compagnie d'incendie et de secours de Kédougou. Il y a moins de 2 semaines, le corps sans vie d'une jeune fille âgée d'une 30aine d'années a été repêché au niveau de Tunka et enterré sur place. Cet après-midi, aux environs de 19h, le corps sans vie d'un homme âgé d'une 60aine d'années en début de putréfaction a été retrouvé au bord du fleuve Gambie au niveau de Ouassa. Cette recrudescence subite des noyades pose le problème de l'utilisation des gilets de sauvetage qui sont méconnus pour la plupart des populations qui empruntent quotidiennement des embarcations de fortune pour rallier de part et d'autre le fleuve Gambie. Ibrahim Diabakhate, Kédougou, RFM. Je vous le disais dans les titres, mouvement d'humeur des 75 agents du Fonds d'entretien routier autonome FERA, chargés de désenclaver les routes. Ils réclament 5 mois d'arriérés et des salaires au maire de Louga, Moustapha Diop. 75 agents ont donc décidé de ne plus travailler s'ils ne sont pas payés. Ils menacent par ailleurs d'utiliser les moyens nécessaires pour entrer dans leur fonds. Mais selon la municipalité, les agents doivent être payés par le FERA et non la mairie. À Louga, Abraham Paul Pouy. Ils voulaient
sillonnaient les grandes artères de la commune pour crier leur colère, mais dissuadés par des partisans du maire de Louga, Moustapha Diop, les travailleurs du FERA, Fonds d'entretien routier autonome chargés du désensablement des routes, réclament 5 mois de salaire. Binta Silla. Nous sommes restés 5 mois sans salaire, ce qui est anormal. Personne ne nous aide. Nous sommes des mères et des pères de famille. Nos enfants ne sont pas encore à l'école, faute d'inscription, et nous sommes endettés. Nous réclamons notre argent. C'est simple. Avec ce coup médiatique, les travailleurs espèrent que des décisions seront prises par le maire Moustapha Diop pour paiement. Goregueil. Nous avons lancé un cri du cœur à toutes les autorités, mais jusqu'à présent, rien. Nous avons discuté avec les agents de la mairie, ils nous demandent d'attendre. Nous devons attendre quoi maintenant? Indexé, la mairie de Louga rejette tout en bloc. Madikef est le secrétaire municipal. Le problème se situe au niveau du FERA. La vraie information ici, c'est que ces gens-là sont payés, doivent être payés par, n'est-ce pas, le fonds. C'est le fonds qui n'a pas encore réglé, n'est-ce pas, certaines mensualités pour ces gens-là. Les contractuels avec la mairie n'ont jamais suivi un temps de paiement. Jamais. Les travailleurs du Fonds d'entretien routier autonome de Louga promettent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Abraham Paul Pouy, la ville de Kaolack dotée de caméras de surveillance dans les rues. Beaucoup de citoyens poussent un ouf de soulagement. Pour certains, les cas d'agression, de cambriolage, d'attaque à main armée pourraient connaître une baisse. Ibrahim Djamé. Des caméras de surveillance nouvellement installées surplombent déjà certaines rues de la ville de Kaolack. Des équipes de l'agence de l'informatique de l'État, l'ADIE, sillonnent les coins stratégiques pour implanter ces outils de surveillance. Ousmane Sek parmi les techniciens. Bon, c'est pour faciliter, comme je l'ai dit tantôt, et la police et la gendarmerie de faire leur boulot. Souvent, on les met sur les milieux publics, comme les stades, les marchés, les zones trop fréquentées, pour leur faciliter le boulot sur certaines dérives. Un système de surveillance est bien apprécié par bon nombre de citoyens. Pour Cheikh Sam, cela va dissuader les délinquants et diminuer les flagrants délits. Une appréciation positive parce que ça pourra aider à diminuer le taux de criminalité, etc. Tout ce qui est délit et autres pourra enfin baisser. De jour comme de nuit, ces outils dotés de caméras infrarouges enregistrent tout acte commis aux alentours. Cheikh Diop se dit en tout cas rassuré. Vraiment, c'est rassurant. C'est rassurant de voir ces caméras de surveillance au niveau de Kaolack. Moi, ça c'est ma propre appréciation en ce qui me concerne. Je trouve ça vraiment formidable. Ça va reculer aussi les malfaiteurs aussi, les délinquants aussi et les autres, de commettre le fraude ici au niveau de Kaolack. Selon les techniciens, ces installations seront connectées directement à une centrale qui permet aux forces de sécurité, la police, tout comme la gendarmerie, entre autres, de pouvoir surveiller tout à distance et de disposer de preuves matérielles. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Retour à Dakar, un changement de comportement pour un hôpital plus performant. C'est l'invite du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre a également plaidé pour davantage d'accessibilité financière des populations, notamment celles démunies. Abdoulaye Diouf Sarr présidé la cérémonie de dénomination de l'hôpital Grand Yoff et l'inauguration de l'unité de cardiologie interventionnelle. Abdoulaye Diop. L'hôpital général de Grand Yoff porte désormais le nom du professeur Idrissa Pouye. La cérémonie de dénomination était une occasion pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'appeler à un changement de comportement. Abdoulaye Diouf Sarr. Je formule le vœu que cet hôpital, qui porte désormais le nom d'un meilleur parmi les meilleurs, soit une opportunité de changer les comportements pour permettre que cet établissement public, au rendez-vous de la notation ou du rating des établissements, soit classé parmi les premiers de ce pays. Le ministre invite la direction de l'hôpital à travailler plus pour un accès facile aux soins. Je voudrais inviter la direction de l'hôpital général Idrissa Pouye à davantage travailler à l'accessibilité financière des populations, surtout les plus démunies. Monsieur le directeur général, cet élément est essentiel dans la politique inspirée par son Excellence le
le président Macky Sall, qui prône pour l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière des soins de santé. Par ailleurs, le conseil d'administration plaide pour un bon entretien de l'unité d'angiographie. Il va falloir relever celui de la maintenance et de son approvisionnement régulier en consommant. Nous saluons les initiatives prises par la direction de l'hôpital pour assurer à l'équipement un contrat de maintenance sur 5 ans. La cérémonie a été une occasion pour rendre hommage au professeur Idrissa Pouye, père fondateur de l'hôpital. Une journée de souvenirs lui sera dédiée chaque année dans cette structure sanitaire. Abdoulaye Diop insiste de la commémoration de l'incendie du marché Sandaga demain 25 octobre. L'association Andi Tahaou Sandaga et le collectif des sinistrés de Sandaga demandent au président Macky Sall d'accélérer le processus de reconstruction du marché. Ils réclament une gestion fast-track du projet. Djibi Diakhaté, porte-parole des commerçants, et avec Ndate Diop. Nous sommes dans un monde globalisé. L'élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 4e édition des rencontres Africa s'est ouverte ce jeudi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Les échanges qui auront lieu durant ces 2 jours permettront à notre secteur privé de mailler avec le secteur privé étranger pour saisir les opportunités des politiques publiques. Et selon Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, qui procédait au lancement, s'est réjoui de la place qu'occupe le Sénégal dans le classement Doing Business 2020. Il est avec Abdou Diouf Diagne. Nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où effectivement ce sont les partenariats qui boostent les économies. Et de ce point de vue-là, je suis persuadé que les boutiques qui auront lieu permettront à notre secteur privé d'avoir des opportunités d'échange et de partenariat, mais aussi permettront, ces B2B, à notre secteur privé de mailler avec le secteur privé étranger pour saisir les opportunités des politiques publiques. Et ça nous paraît extrêmement important, mais ces rencontres aussi permettent d'échanger sur les incoterms. Vous savez que les incoterms, ce sont un certain nombre de règles, des usages qui sont effectivement utilisés par les entreprises, par le secteur privé et qui font foi dans le commerce international, dans tout ce qui est achat international et dans la pratique logistique. C'est chaque 10 ans que la Chambre de commerce internationale change ses incoterms. Aujourd'hui, il est fortement question de ces incoterms 2020 et c'est une occasion aussi formidable pour les entreprises de se mettre à niveau par rapport à ces instruments qui stabilisent les échanges et le commerce international. Nous d'apprendre d'ailleurs que notre pays a encore gagné 18 points dans le Doing Business, ce qui est formidable et qui confirme la trajectoire vers l'émergence, mais une émergence consolidée. RFM Sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Femme John. Nous débutons cette page des sports par du football. Ligue africaine des champions, Génération Foot n'a pas tué les chats noirs. Les Grenats sont tombés en Égypte face aux Amalek. Un petit but a suffi aux Égyptiens pour freiner encore une fois le champion sénégalais en titre. Le chat noir a survécu. Depuis la Jeanne d'Arc en 2004, aucune autre équipe sénégalaise n'a pu accéder aux phases de poule de la Ligue africaine des champions. C'est parce que nos clubs souffrent d'un problème d'organisation. C'est l'analyse de Sidat Sarr, entraîneur de l'US Gorée, que je vous propose d'écouter. Il y a un problème d'organisation. Un problème d'organisation, c'est aujourd'hui au niveau de nos clubs. Je donne l'exemple. Depuis 2004, les équipes qui sont championnes du Sénégal, chaque année, ils perdent minimum 4 ou bien 5 joueurs de leur effectif. Contrairement aux autres pays. Parce qu'aujourd'hui, en match de groupe, tu vois qu'il n'y a que des équipes maghrébines, soit c'est les équipes du Congo ou bien c'est les équipes de Guinée. Ces équipes-là, ils ont des joueurs compétitifs. Je donne l'exemple de l'équipe de Zamalek qui vient d'éliminer Génération Foot. C'est l'équipe qui a eu l'ossature au moins de 4 à 5 joueurs qui ont participé à cette Coupe d'Afrique qui vient de se dérouler en Égypte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des équipes qui font des investissements colossaux au niveau de leur club pour maintenir d'abord leurs joueurs, contrairement au Sénégal. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, ça se voit que les équipes supposées investir pour rester dans les matchs de groupe, forcément, ce sont ces équipes-là qui vont passer. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un problème d'organisation. C'est pour cela, chaque année, on tarde à franchir les matchs de poule. Vraiment, c'est ça. Génération Foot avait gagné à l'aller par 2 buts à 1 plutôt. Le but encaissé à Thiès a été fatal aux académiciens. Ils vont toutefois poursuivre l'aventure en Afrique. Les Grenats vont jouer le tour de cadrage de la Coupe des Confédérations face au club béninois, École supérieure d'administration et de management et de journalisme.
c'est une équipe universitaire. Le Zamalek rejoint le groupe A des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Les Égyptiens seront en compagnie du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, du Zesco United de la Zambie et de Primeiro de Augusto d'Angola. Nous parlons toujours football. On en jouit la 3e journée de la Ligue Europa. La 3e journée qui vient d'être bouclée. Saint-Étienne 1, Alexandria 1. La Gantoise a reçu et partagé le point avec Wolfsburg, 2 buts partout. Groupe E, Rennes 0, CFR Cluj 1. À noter que les Sénégalais se sont illustrés dans ce match, mais de façon plutôt négative. Le gardien Edouard Mendy a écopé d'un carton rouge. L'attaquant et capitaine ce soir, Mbaye Niang, a raté un penalty dans cette partie qu'ils ont finalement perdu. Le Celtic Glasgow, dans ce même groupe E, a gagné face à la Lazio Rome 2-1. Dans le groupe F, Francfort a reçu et battu Standard Liège par 2-1. Arsenal a arraché la victoire face à Victoria Guimarães 3-2. À noter que les 2 derniers buts d'Arsenal ont été marqués à la fin de cette partie. Groupe G, FC Porto 1, Glasgow Rangers 1. Young Boys Bern a reçu et battu Feyenoord 2-0. Dans le groupe J, l'AS Rome a partagé les points avec le Borussia Mönchengladbach. Dans le groupe L, le Partizan Belgrade a reçu Manchester United. Ce sont les Mancuniens qui ont finalement gagné par 1-0, un but marqué sur penalty par le Français Antonio Martial. Le résultat, ou plutôt le score de la soirée, a été marqué par Alkmaar 6-0 face à Astana, qu'il recevait à domicile. Nous restons en Europe pour parler cette fois-ci des matchs qui sont prévus ce vendredi. Il s'agit des championnats en France. Premier match de la 11e journée, Nantes-Monaco à 18h45. En Angleterre, début de la 10e journée, Southampton-Leicester, c'est à 19h. En Espagne, 10e journée, Villarreal-Alavés à 19h également. Et pour le triathlon, on nous signale que l'élément n'est pas en place. On y reviendra dans nos prochaines éditions certainement, mais retenez simplement et très rapidement que la 3e journée de ce championnat va se jouer à Hambourg ce week-end. La nouveauté pour cette journée, c'est l'absence de vélo. Les athlètes ne feront que la natation et la course à pied. Les Jeux africains au Maroc ont retardé cette journée qui devait être courue au mois d'août dernier. Rendez-vous à Hambourg donc dimanche prochain. Nous aurions dû être en ligne avec Koumba Dia, trésorière et chargée de la communication de la Fédération sénégalaise de triathlon. Ce n'est que partie remise. Dans nos prochaines éditions, nous l'aurons, Inch'Allah. Merci Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Jo Maron. Les nouvelles de Sorna Aïda Diallo. La dame, suite à ses excuses dans une vidéo, la dame a été pardonnée par le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, qui a accepté ses excuses, selon IGFM. Le site du groupe Futur Média qui rapporte l'information précise que selon le guide de la communauté mouride d'une faute commise, il faut toujours pardonner si ce pardon est sollicité par le fauteur à ne plus jamais récidiver. À la page d'accueil de Dakar Actu, une question de terrorisme. Inauguration du SICO. L'État du Sénégal dispose d'un centre d'alerte au terrorisme et c'est le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a présidé la cérémonie d'inauguration du siège du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste. Le SICO, à l'intérieur de la caserne du général Mambouna Mafal. Sur ActuSen, la situation de blocage au CESTI. Des anciens diplômés appellent à la compréhension et au sens du dépassement des uns et des autres. C'est suite au mouvement du SAES section du CESTI qui dénonce l'affaire des 52 attestations délivrées à des journalistes béninois. Cette information sur BBC Afrique. Des chercheurs de l'université de Richmond aux États-Unis ont enseigné à un groupe de 17 rats comment conduire de petites voitures en plastique en échange de bouts de céréales. Le docteur Kelly Lambert, responsable de l'étude, a déclaré que les rats se sentaient plus détendus pendant la tâche, ce qui pourrait aider à mettre au point des traitements non pharmaceutiques pour soigner des maladies mentales. Les rats n'étaient pas tenus de passer un test de conduire à la fin de l'étude, selon BBC Afrique. Ce tweet de Afrique Telegraph
Au Cameroun, 4000 réfugiés centrafricains retournent dans leur pays. Ce retour volontaire intervient suite à l'accord tripartite signé le 29 juin dernier entre les gouvernements camerounais et centrafricains ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce débat sur le voile dans l'espace public, pas mon affaire, une déclaration du président français Emmanuel Macron. Merci. Jean Maron place maintenant la rubrique Quartier Vert. Présentation Youssouf Bodjan. Bonsoir et bienvenue. L'Afrique australe touchée par une sécheresse avec son lot de dégâts. Des centaines d'éléphants sont morts au Zimbabwe et au Botswana entre autres. Les détails avec Koumba Sandiane Faye. Certains de ces éléphants sont morts de faim, d'autres ont succombé à la maladie. Une centaine d'éléphants sont morts ces 2 derniers mois dans le parc national de Chobe. Les pachydermes sont victimes des effets de la sécheresse qui sévit dans toute l'Afrique australe. L'annonce a été faite par le ministère de l'Environnement du Botswana. Les autorités du Zimbabwe voisin ont annoncé qu'au moins 55 éléphants étaient morts de faim et de soif. Ils vivaient dans la réserve de Hwange. Poussés par la faim, des troupeaux d'éléphants ont quitté leur réserve et empiètent sur de nombreux villages. Au moins 200 personnes ont été tuées ces dernières années par des éléphants, selon les autorités du Zimbabwe. L'Afrique australe est touchée depuis plusieurs saisons par des épisodes récurrents de sécheresse. Une situation aggravée par le réchauffement climatique qui pèse sur la population et la faune. Koumba Sandiane Faye, pour éviter la sécheresse dans notre pays, un projet de reboisement des écosystèmes de la mangrove est déroulé à Ziguinchor par Océanium. L'enjeu, faire adhérer les collectivités territoriales, selon le directeur de l'Agence nationale de la reforestation, Ali Haïdar. Quand on vient planter dans les collectivités locales, puisqu'avec la loi sur la décentralisation, la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée vers les collectivités locales. Quand on cherche à planter de la mangrove dans les collectivités locales, il faut l'approbation des collectivités. Ça fait plusieurs fois que nous avons des rencontres, des séances et aujourd'hui, il faut que l'autorité du carbone, des eaux et forêts, de la direction des aires marines protégées qui sont présents et concernés, que toutes ces autorités, même celles de la forêt, puissent être présentes pour entendre les maires donner leur accord pour que l'Océanium plante cette mangrove. Mais je voulais valider cela avant, puisque ça fait quand même 3 ans que nous travaillons là-dessus et c'est très important pour nous que l'Océanium, qui a des compétences avérées sur la restauration des écosystèmes de mangrove et qui l'a prouvé de longue date parce que nous avons restauré 15 000 hectares de mangrove. Donc il était important pour nous de terminer cela avant d'engager notre nouvelle mission. Les élus locaux de la région de Ziguinchor vont s'impliquer pour la réussite de ce vaste projet de restauration des mangroves. Un d'entre eux, le maire de Koubalan, Abdoulaye Djidou. D'abord, je voudrais me réjouir de l'initiative que l'Océanium a prise pour organiser cet atelier, car en réalité, l'environnement étant une compétence transférée, il était de notre ressort en tant que commune de faire ce travail de reboisement, de régénération de la mangrove. Mais comme vous le savez, nous avons des moyens limités. On ne pouvait pas s'engager dans ce projet, quand bien même que c'est un projet éminemment important. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative et remercier l'Océanium qui vient avec ses partenaires nous accompagner dans ce que nous voulions. Aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les rizières pour voir un peu ce qui se passe, mais j'étais désolant. C'est un désert alors que quand j'étais plus jeune, non, c'était beau à voir ce côté-là. Vous pensez qu'aujourd'hui il faut mettre en place il est pertinent et je le valide. Abdoulaye Djedjou, maire de Koubalan, des propos recueillis à Ziguinchor par Lamine Ba. Santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. La poliomyélite, paralysie spinale infantile ou tout simplement polio est une maladie infectieuse aiguë, transmissible que par l'homme. L'agent pathogène, un virus. Et nous en parlons avec le docteur Alius Diouf, neurologue, médecin-chef du centre Talibou Dabo. Lié à un virus appelé poliovirus, il y a une affinité pour la corne antérieure de la moelle épinière qui est le réceptacle des fonctions motrices. C'est une maladie qui touche préférentiellement les enfants âgés de moins de 5 ans et qui est à l'origine de paralysie irréversible. Dans certains cas, on peut avoir une mortalité lorsque la maladie touche à la phase aiguë les muscles respiratoires. La poliomyélite, une maladie très contagieuse. Donc le poliovirus, c'est un virus
avec une transmission orofécale. On peut avoir une transmission également via les aliments. Et le virus se multiplie au niveau du tube digestif avant de regagner la cône antérieure de la moelle où il sera responsable d'une paralysie. La pathologie peut aussi bien être symptomatique qu'asymptomatique chez certaines personnes. Et si elle n'est pas mortelle, une paralysie peut s'installer. À la phase aiguë, on peut avoir des signes d'imprégnation virale avec des maux de tête, des céphalées, des douleurs articulaires prédominant au niveau des membres inférieurs, des vomissements. Environ un cas sur 200 développera une paralysie irréversible, surtout au niveau des membres inférieurs. Non, il n'y a pas de traitement curatif et cette paralysie est responsable de complications orthopédiques. Fort heureusement, il y a des techniques de prise en charge en matière de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, des méthodes de prise en charge orthopédique grâce à la chirurgie qui peuvent améliorer la motricité de la personne atteinte de poliomyélite. La poliomyélite est aujourd'hui éradiquée au Sénégal, mais on insiste encore sur la prévention. Qui passe par la vaccination de masse chez les enfants de moins de 5 ans. Et la vaccination, en dehors de ces campagnes de vaccination de masse, elle est corrélée à la vaccination du pentavalent. On met à côté une dose de polio orale dès l'instant que l'enfant a 6 semaines de vie. Et à l'heure actuelle, la poliomyélite est éradiquée au Sénégal depuis 2004. Il y a eu une ressurgence de la maladie aux alentours de 2010, mais il y a eu quelques cas qui ont été vite maîtrisés. Pour l'heure, le challenge reste la réadaptation fonctionnelle afin de permettre aux victimes de la polio d'avoir accès à certaines commodités. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Merci Nafissatou Sila. Place maintenant la chronique du jeudi avec Abdoulaye Ndiaye. 20 ans qu'il est à la tête de la Fédération de Russie et qu'il ne passait pas pour un féru d'Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ait senti le besoin de sonner le russe pour le continent? Est-ce pour refaire l'histoire de relations qui remontent au temps de l'Union soviétique, quand elle fut la patrie des luttes de libération et de décolonisation de certains États africains, devenus pays frères, moulés à l'idéologie de Moscou alors que nous étions dans les années 60? Serait-ce plutôt pour le Kremlin le désir de rattraper une avance occidentale ou même chinoise en Afrique? On a beau supputer sur ce semblant de renouveau russe en Afrique. Par l'organisation d'un sommet, il nous semble être construit sur une réelle politique déclinée désormais par un président entouré de nouveaux africanistes. Ils appartiennent à une nouvelle ou vieille garde, symbole de l'oligarque. Ils vont du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ancien ambassadeur à l'ONU où il eut à côtoyer des Africains, aux diplomates russes qui ont servi en Afrique du Nord et au Sahel, en passant par des intellectuels spécialistes d'études africaines dans les instituts ou universités russes. Et enfin, d'hommes d'affaires proches du pouvoir, vendeurs d'armes en Afrique ou investisseurs dans le secteur des mines. Mais Sochi, au-delà des domaines traditionnels de coopération entre la Russie et le continent, basés pour l'essentiel sur la vente d'armes et l'envoi de conseillers militaires, devrait offrir à près d'une quarantaine de dirigeants africains l'occasion d'explorer avec elle de nouveaux secteurs. L'énergie, les hydrocarbures, les industries minières sont entre autres ceux où excelle l'État transcontinental aux frontières qui vont de l'Est de l'Europe au Nord d'Asie qu'est la Russie. Et qui, pour jouer un rôle en Afrique, ne peut plus se limiter à des échanges avec celle-ci ne dépensant pas le volume de 20 milliards de dollars à l'année. Voilà qui nous semble, aux côtés d'autres exigences, les enjeux de cette rencontre de Sochi entre Africains et Russes. RFM, l'invité. L'invité, c'est Lamine Ba, directeur de l'environnement des affaires à l'APIX. Au menu de l'entretien, le rapport Doing Business 2020, où le Sénégal s'est classé 123e, soit 18 places gagnées par rapport à 2019. Entretien avec Pabès Diba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Nous sommes avec Monsieur Lamine Ba, il est le directeur de l'environnement des affaires à l'APIX. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons du rapport Doing Business où le Sénégal s'est classé 123e contre 141e en 2019. Qu'est-ce qui a valu à notre pays ce classement? Je pense que le pays a entamé un processus d'amélioration de son attractivité depuis l'adoption d'un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité qui a permis ces dernières années d'avoir des progrès notables. Donc pour le présent classement, c'est que le pays a enregistré des réformes dans le domaine de l'amélioration de l'information sur l'accès au crédit,
dans le domaine de tout ce qui concerne en termes de procédures de déclaration et de paiement de taxes, et en termes aussi de simplification de taxes. Et l'autre aspect qui est important, c'est l'impact positif du tribunal de commerce en termes de réduction des délais d'exécution des contrats. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce rapport, cette 123e place, ou la position loin derrière le Togo? Comment le Sénégal a pu se laisser devancer par le Togo? Non, je ne pense pas que le Sénégal s'est laissé devancer le Togo. Ce qu'il faut regarder, il faut regarder deux aspects. Le processus de score, aujourd'hui, entre le Sénégal et, si on parlait en termes simples, en termes de moyenne, on est à peu près dans la même catégorie. Le Togo a fait des efforts ces dernières années reconnaissables qui lui a permis d'être cette année dans le meilleur réformateur. Le Sénégal en a été ces dernières années. Ça, c'est aussi lié au rythme de réforme. Donc du coup, on est à peu près dans une course de fond qui continue dans le temps. Nous, on est toujours dans notre cap d'aller dans le top 90 vers 2020-2021. Donc on est bien. Nos prévisions pour cette année, c'était d'entrer dans les 130. On est dans les 123. Donc nous pensons que les réformes que nous avons entamées ces dernières années permettront de façon d'aller lentement et sûrement, mais de progresser et d'arriver aux objectifs à terme vers 2023, d'être dans le top 50 au niveau mondial. Vous parlez tantôt de l'accès au crédit, mais on a constaté que beaucoup de PME éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à des financements, à des crédits. Quels sont les efforts à faire? C'est ça, en fait, c'est ce constat, ce diagnostic qui a amené aujourd'hui de dire il faut scorer les PME, parce que la banque ne finance que celui qu'il connaît, celui que la banque connaît. La banque ne peut pas financer une personne qu'elle ne connaît pas. C'est ce qui a amené de mettre en place le bureau d'information sur le crédit pour qu'on puisse avoir de l'information sur l'emprunteur. Donc le fait de pouvoir avoir de l'information et d'être visible dans la base de données de l'information sur le crédit, la première étape pour nous, c'était de consolider et de connaître une base de données interbancaire. La deuxième étape sur laquelle on est en train de travailler présentement, c'est intégrer maintenant tous les facturiers de l'État. Donc on verra comment la PME paye sa facture d'électricité, comment elle paye sa facture de l'eau. Après, ça permet aujourd'hui de scorer, de donner un score à la PME, ce qui permettrait à la banque maintenant d'avoir des données assez réelles pour la PME, pour ce qu'on dit dans le terme dérisquer son financement. Donc à terme, au bout de 1, 2 ou 3 ans, on aura de l'information assez solide qui fera qu'aujourd'hui, dès qu'on atteindra, par exemple, aujourd'hui on a 8% qui sont enrôlés dans cette base de données. L'objectif, la littérature montre, dès qu'on a autour de 20% d'enrôlés dans cette base de données, les premiers niveaux de contraintes d'accès au crédit sont levés pour les PME et surtout pour les petites PME. Donc c'est le chantier qu'on est en train d'inventer, mais c'est un chantier et un travail structurel qui prend un peu plus de temps, parce que c'est pas d'appeler les gens forcément de leur donner de l'argent, mais se construire un système qui permet au système de se faire confiance, parce que le banking, c'est faire confiance, c'est se faire confiance, et qui permettra à terme que les PME pourront facilement lever de l'argent sur la place de Dakar. Il y a des suggestions qui vous ont été faites. On note entre autres la simplification de la fiscalité des affaires et les procédures d'import-export pour améliorer leur efficacité. Quels sont les efforts que vous allez faire? Je pense que le chantier, ce matin on en a parlé, le chantier de la 3e phase du PREAG elle est lancée, elle est structurée autour des premiers, ce qu'on a appelé les réformes sectorielles qu'il faut finaliser, tout ce qui est lié à la législation du travail, mais il y a un autre axe qu'on appelle la simplification des systèmes de tarification. Donc ce qui permettra au niveau du port aujourd'hui d'avoir des systèmes de facturation qui sont lisibles, prévisibles, mais qui coûtent moins cher, avec un guichet unique qui se mettra en place à terme, mais passer en processus de dématérialisation. Et tout ça est lié aussi à une problématique de décentralisation aussi des services portuaires. Donc ce qui permettra à terme parce qu'aujourd'hui le Sénégal est très bon sur les délais de traitement, mais on est encore en termes de services assez cher, si on nous compare par rapport au pays. Donc le travail entamé à terme, c'est dans les 1 ou 2 ans, c'est arriver à tirer les coûts. On va commencer par quelque chose de très simple. C'est arrivé que tous les prix de service, qu'on puisse les lire de la même façon et qu'on puisse comparer un consignataire à un autre, un transitaire à un autre. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est arriver certaines charges ou frais
qui se répètent, qui se ressemblent, les fusionner et les diminuer. Et aujourd'hui, le gouvernement, dans sa feuille de route, pour ce qui est du commerce transfrontalier, elle est une de nos priorités qu'on a commencé depuis l'année dernière, qui va s'achever. Et nous pensons l'année prochaine, ça fera partie des réformes qui vont booster l'État du Sénégal. Et de façon plus profonde, tout ce qui est lié à la régulation et au renforcement de la concurrence vont être des chantiers, parce qu'on va travailler sur le chantier du code du commerce, parce qu'on a un code du commerce qui date un peu des années 90, qui a fait un peu son temps. Il faudrait le revoir, le rénover et prendre en compte aujourd'hui tout ce qui est système de distribution par les ITC, tout ce qui est aujourd'hui les grandes surfaces, les petites surfaces. Ça, c'est les questions sur lesquelles on travaille. Et l'autre aspect, c'est avoir un nouveau code des investissements qui va régir le paquet du Sénégal. Donc toutes ces réformes réalisées au niveau plus haut, en plus de la dématérialisation du livre foncier, permettront au Sénégal de se repositionner et de devenir une destination qui donne des coûts des facteurs qui sont assez maîtrisés et qui permet à l'entreprise d'être compétitive. En plus de toute la perspective pétrolière qu'on annonce du pays, nous sommes en train de construire quelque chose, mais c'est surtout quelque chose qui va régir un pays stable à long terme. Il y a quelques semaines, des commerçants, la plupart sont dans l'import-export, avaient fait quelques jours de grève contre des taxes, la facturation de la douane. Tous ces efforts que vous êtes en train de faire, est-ce qu'ils sont informés de tout cela? Je pense qu'on en a parlé. Il est important d'avoir une politique communicationnelle assez intégrée de gestion du changement pour que les gens adhèrent. Parce que le gouvernement est là pour les citoyens, le gouvernement est là pour les entreprises. Tout le travail qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est permettre aux entreprises de tirer le meilleur profit. Donc aujourd'hui, je pense pas que c'est une augmentation de taxes. Peut-être il y avait au début un problème d'incompréhension et de lecture qui n'était pas assez clair. Il s'agissait de faire passer dans un système dématérialisé, donc qui fait gagner plus de temps, mais qui permet aussi de bien traquer pour diminuer les concurrences déloyales. Imaginons que moi j'amène la même marchandise, que je le paye 100 francs et que toi tu le payes 50 francs. Maintenant, si on a des systèmes dématérialisés, on a à peu près les mêmes gabarits, on paiera et les différentes interventions humaines ou les imperfections du système vont être durées. Aujourd'hui, je pense que c'est dans le jargon, comme on le dit, c'est un mauvais souvenir. Et vous voyez aujourd'hui, nos recettes sur certains sont en train de repartir à la hausse, mais ce qui compte in fine, c'est qu'on ait une production nationale. Il ne faut pas qu'on continue à être une économie qui dépend des imports. Qu'on soit là, l'objectif c'est qu'à moyen et long terme, qu'on parle plus de nos exportations que plus de nos importations. Parce que c'est ça qui est un pays émergent. C'est un pays sur lequel la compétitivité se mesure par notre capacité d'engager et d'être présent dans les autres marchés. Qu'on ait des champions nationaux sénégalais qui opèrent partout dans le monde. C'est ça notre objectif. Mais justement, vous parlez de la montée en puissance des investissements privés. Pour autant, le privé national dit très souvent qu'on lui fait pas assez de place. Je pense que c'est assez stratégique. Le privé national aujourd'hui est entré est bien organisé. Elle est en train d'organiser. Si vous regardez les dernières installations de ces dernières années, c'est des privés internationaux qui se sont linkés avec des privés internationaux pour sortir des marques, faire adhérer des marques internationales au Sénégal, ou même pour aller dans la sous-région. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une intelligence relationnelle entre le privé national, le privé international, le privé communautaire, parce que quand on parle aussi, le Sénégal a fait le pari d'être dans l'intégration. On est membre de l'UEMOA, membre de la CEDEAO. Aujourd'hui, les patrons du Sénégal doivent se linker avec les patrons de la Côte d'Ivoire pour avoir des compagnies d'assurance qui couvrent tous les pays, toute la population de la sous-région, pour avoir des banques qui servent toutes les populations de la sous-région. C'est sur ça qu'on pousse notre privé. C'est un privé conquérant, donc c'est vrai, elle aura de la place. Elle sait compétir, elle compétira, et l'État sera derrière elle pour de façon stratégique maîtriser, avoir les leviers pour faire face à la concurrence. Mais aussi, la concurrence est assez bonne parfois dans un marché, surtout quand c'est une concurrence saine, parce que ça permet d'attirer dans le pays les talents, mais aussi d'attirer de l'innovation et de profiter des transferts de technologie, parce qu'on n'est pas forcément un pays aussi qui produit de l'innovation.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une situation assez favorable qui puisse permettre aux jeunes d'entreprendre? Oui, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez, il y a tout récemment des études qui le montrent, que quand on regarde la dynamique entrepreneuriale jeune en Afrique, c'est Sénégal, c'est Kenya. Ça, c'est quelque chose que les gens voient. Surtout, vous regardez les sociétés de fintech, il y a des jeunes patrons qui ont pu apporter des innovations dans les fintech au niveau du Sénégal. Quand vous regardez toute la transformation qui est en train de se faire aujourd'hui dans le secteur de l'horticulture, c'est les jeunes. Peut-être parfois on n'en parle pas assez. Quand vous regardez des gens qui ont développé des applications, je me contenterai de ne pas forcément nommer, qui permettent aujourd'hui de vendre du produit made in Sénégal partout dans le monde, c'est les jeunes. Et qu'on puisse aujourd'hui aussi distribuer dans la ville de Dakar le tchéré, le truc comme ça, c'est les jeunes et c'est les femmes. Donc je pense que parfois on est beaucoup plus dans du parallélisme de lecture de la littérature, mais on regarde pas bien ce qui se passe. Donc il y en a des jeunes, maintenant il y a une problématique de jeunes qu'on doit regarder. En général, c'est les jeunes sortant du système de la formation universitaire, qui parfois prennent je suis un des produits de ce système, qui prennent entre 1, 2 ou 3 ans pour retrouver leur chemin. Retrouver leur chemin ou en tant que fonctionnaire, ou en tant qu'énarque, ou en tant qu'indépendant. Mais c'est normal, on a un pays qui a une base de jeunes assez large. C'est normal qu'on ait parfois ces types de problèmes, mais c'est corrigé par l'innovation, par l'engagement des jeunes. Et l'État est en train d'organiser mieux les choses pour pouvoir prendre en charge et orienter. Le rôle de l'État, c'est pas de produire, c'est pas forcément de donner de l'emploi. Ma perception des choses, c'est que le rôle de l'État, c'est de mettre en place les règles de jeu qui sont saines et d'être le régulateur qui booste tout le monde. Est-ce qu'il y a des investissements dans le capital humain? Parce que c'est une des suggestions également, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a des capitaux. Aujourd'hui, le Sénégal, il faut le reconnaître. Il y a des parties du capital humain où on a vraiment du gap. Quand on va au niveau des techniciens, on a constaté des gaps. Quand vous regardez le plan Sénégal émergent, ce diagnostic est fait. Et les IGEP ont été mis en place pour corriger une partie de ce diagnostic. Les instituts supérieurs d'études, d'enseignement professionnel. Donc, aujourd'hui, ça permet au bout de 2 ou 3 ans de former des techniciens qui ne chôment pas. Aujourd'hui, vous demandez les derniers sortants des 3 dernières années de l'IGEP expérimental de Thiès, ceux qui sortent du chemin de fer ou de la communication ou des trucs comme ça, n'ont pas chômé. C'est des gens qui ont travaillé. Maintenant, il faut démultiplier les IGEP. Je pense à partir de l'année prochaine, il y a 6. Il faut aller que partout, au moins, qu'on ait une dizaine ou quinzaine d'IGEP qui fonctionnent. Il faudrait que l'ancien système de CRETEF, les centres de formation technique qui existent, qui permet d'avoir de bons carreleurs, de bons chaudiers, qui fait que si quelqu'un arrête d'étudier à partir de la 4e ou de la 3e, il puisse avoir au bout de 2 ou 3 ans une qualification et qu'il puisse vivre de sa qualification. C'est ça qui justifie aussi le rapprochement avec le modèle suisse, le modèle allemand ces dernières années pour façonner notre système de formation professionnelle. Monsieur Lamine Ba, je vous remercie.